Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Placement, une émission diffusée en direct sur la page Facebook de bienprévoir.fr où nous allons faire le point durant à peu près une demi-heure sur l'actualité du patrimoine. Deux parties vont se succéder. Nous ferons d'abord un point sur les marchés avec Jonathan Lévy. On fera un focus sur la loi Sapin 2, sur la hausse des taux et sur leurs conséquences sur les fonds en euros. Et Vincent Kutkovitz nous rejoindra un petit peu plus tard afin de nous parler de l'assurance vie au Luxembourg. Peuvent-elles constituer une protection contre la loi Sapin 2 ? Je vous propose de passer tout de suite à la première partie de cette émission, marché financier et opportunités. Jonathan Lévy, bonjour. Bonjour. Alors la dernière émission Parlons Placement était le 13 octobre dernier. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les éléments marquants sur les marchés d'ici là ? Oui, alors les éléments marquants, en fait, se résument à un élément marquant. D'habitude, on parle des banques centrales tous les mois. Cette fois-ci, on en a très peu parlé. La Banque centrale américaine s'est réunie une fois. La conférence de presse de Janet Yellen a été la plus courte de l'histoire. En fait, il n'y avait rien à dire. Pourquoi ? Parce que c'était juste avant les élections américaines. Et qu'on attendait de savoir si voilà. Hillary Clinton ou Trump serait élu. Exactement. Rien ne pouvait se passer, rien ne pouvait se décider avant l'élection de l'un ou de l'autre. Donc, effectivement, pendant ce mois-ci, on a eu l'énorme surprise sur les marchés financiers d'avoir la victoire de Trump, parce que ce n'était pas prévu, les sondages ne l'avaient pas annoncé, et les marchés s'étaient préparés plutôt à la victoire de Trump. Donc ça a été un petit tremblement de terre à l'instant T sur les marchés financiers. Et alors, qu'est-ce que ça a changé, cette victoire de Trump, qui était du coup une surprise sur ces marchés ? Ce que ça a changé, d'abord, on s'est mis un petit peu à regarder le programme de Trump, parce qu'on n'y croyait pas vraiment. Il était vu comme un populiste qui prenait le protectionniste. On s'est rendu compte finalement que c'est quelqu'un de très pragmatique. Son premier discours a été plutôt à l'apaisement, au rassemblement, donc ça a rassuré quand même les marchés financiers. C'est quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise et on se rend compte qu'il est pro-business, son programme est pro-business. Par exemple, il prône la déréglementation, qui est un des problèmes qu'on a dans tous les pays. Un excès de réglementation est défavorable pour le business, pour l'économie. Et donc les marchés financiers sont favorables en fait à un plan de déréglementation de manière générale pour les banques en particulier. On s'attend plutôt à des bonnes nouvelles dans les mois à venir avec l'élection de Trump. Enfin, c'est plutôt bien accueilli par le marché. Tout à fait. Il y a également un plan de relance important, un plan d'investissement notamment dans les infrastructures qu'il veut mettre en place. On parle de 1000 milliards de dollars d'investissement. C'est considérable. Et c'est vrai, là où il n'a pas tort, c'est que le problème des États-Unis et un peu partout dans le monde, c'est le niveau de la croissance en fait. Autant le chômage est relativement bas aux États-Unis, c'est pas le cas en Europe et en France, mais la croissance ne se relève pas suffisamment. Et donc il faut se focaliser là-dessus. Et lui, la réponse est d'investir massivement, de baisser les impôts pour les particuliers, peu pour les entreprises également. Le taux d'IS devrait baisser. Donc il a globalement un programme qui est très favorable pour relancer la croissance. Et plus fondamentalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai relais, et ça c'est important pour ce qu'on va dire ensuite, entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Jusqu'à présent, pour soutenir la croissance, tout reposait sur les banques centrales. Elles en faisaient beaucoup, elles mettaient en place des politiques monétaires accommodantes. Et on se rend compte que maintenant, il faut passer le relais à la politique budgétaire. C'est le cas aux États-Unis avec l'élection de Trump et peut-être demain en Europe, en France et en Allemagne, puisqu'on a une année d'élection, vous savez, en 2017. Alors justement, avant de continuer sur les taux, un petit focus peut-être sur l'Europe ou sur la France ? Sur la France, en fait, ce mois-ci, l'Europe, la France, l'Allemagne, en fait, ont été très marqués quand même par la victoire de Trump, hein, comme je vous le disais. En gros, la victoire de Trump a un peu tout éclipsé. L'élection américaine avait éclipsé toutes les nouvelles économiques auparavant, et les jours, les semaines qui ont suivi, tout a éclipsé par la victoire de Trump. Ce qu'on peut dire, c'est qu'y compris sur la zone euro, y compris sur les marchés financiers, le CAC 40 ou le DAX, en Allemagne, finalement les investisseurs ont repris confiance dans les marchés. Ils avaient un petit peu perdu confiance et là ils se sont remis à investir. On prend un peu plus de risques et ça c'est favorable pour les actions. On voit que les actions sont en forte hausse hein, depuis notre dernière émission. Le CAC 40 par exemple progresse de 4% sur un mois, c'est beaucoup. Alors, les actions progressent, il y a d'autres indicateurs qui progressent, c'est les taux. On en parlait, enfin vous en parliez avec Thomas dans les émissions précédentes, le mouvement s'accélère, les taux augmentent de petit à petit. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que ce qu'on avait expliqué déjà avant l'élection de Trump, c'est qu'il y a un mouvement de hausse, il y a plusieurs éléments qui convergent. D'abord, la Fed doit normaliser sa politique monétaire. Ça fait 2 ans et demi qu'ils ont annoncé qu'ils devaient normaliser la politique monétaire. En 2 ans et demi, ils ont relevé qu'une seule fois les taux d'intérêt. C'est pas assez, ils n'ont pas été assez vite. Là, ça commence à leur être reproché et en interne, ils commencent à avoir des pressions assez fortes pour remonter les taux d'intérêt. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui avait contribué en fait à la faiblesse de l'inflation, parce que le but de la Banque centrale, c'est de faire remonter l'inflation, comme vous le savez. L'inflation a été tirée vers le bas par les prix des matières premières, par les prix du pétrole. Ils sont remontés, ils se sont stabilisés sur les 50 $. Donc l'inflation va retrouver des couleurs mécaniquement. Et puis enfin, les États-Unis ne peuvent pas agir seuls. Or, la BCE a dit elle-même qu'elle était défavorable, enfin elle ne l'a pas dit encore, mais on pressent, il y a des rumeurs, et on pense qu'il y a tout lieu de penser que la BCE va estomper son programme de quantitative easing, va estomper sa politique monétaire accommodante. Elle restera très accommodante en 2017, mais elle ne va pas aller plus loin, parce qu'il y a des effets secondaires qui sont très négatifs pour les banques et finalement pour l'économie. Donc ça va dans le même sens. La Banque centrale européenne elle-même va laisser les taux longs remonter un petit peu, et du coup ça laisse de la place à la Fed de remonter les taux. C'est quoi le problème? C'est tout simplement la devise. Si elles ne se coordonnent pas, les deux banques centrales, le dollar exploserait, serait trop fort, et ça finirait par casser la croissance américaine. Ils veulent surtout éviter ce scénario-là, et la BCE leur laisse l'opportunité de remonter les taux. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer que la Fed remonte ses taux en décembre, comme on a pu le lire dans la presse dès ce matin, du coup? Ah oui, ça c'est très très vraisemblable. Le marché y croit beaucoup aujourd'hui. La probabilité que ça se réalise est proche de 100%. Stanley Fischer, vous savez, c'est le numéro 2 en fait de la Fed, il est très écouté et lui-même prône pour une hausse des taux, il le dit régulièrement, il l'a encore redit, donc ça risque d'arriver, oui. Un autre sujet de fond qui a déjà été évoqué dans cette émission, c'est la loi Sapin 2. La loi Sapin 2 donc, qui prévoirait, mais vous l'expliquerez mieux que moi, un blocage en fait des fonds, si jamais des fonds sur les contrats d'assurance vie, si jamais les taux venaient à remonter. Quelles seraient les mesures défavorables du coup pour cette assurance vie? Alors en fait, la loi prévoit pas, dit pas spécifiquement en cas de remontée des taux, on bloque les fonds. Ce qu'elle dit plus c'est qu'elle se permettrait de le faire si jamais ça arrivait, ou si ça crée un risque. Voilà, de manière générale, s'il y a un risque de crise systémique, donc pour l'ensemble des compagnies d'assurance françaises, des compagnies d'assurance vie françaises, s'il y a un risque systémique, et bien dans ce cas-là, elle se permettra de bloquer le rachat. C'est-à-dire que les gens ne pourront pas retirer leur argent qu'ils ont dans leur contrat d'assurance vie. Et nous, on traduit que le risque systémique, il se produit en cas de scénario de hausse des taux. Alors, si les taux remontent lentement, là, il n'y a pas de problème. S'ils mettent 5 ans à remonter, les compagnies d'assurance ont le temps de s'adapter. Donc, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est si les taux remontent rapidement. Donc, ce serait en cas de crise aiguë, pour une raison ou pour une autre. Les taux remontent très vite, ce qui n'est pas ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. J'ai parlé de hausse des taux, mais ça reste relativement modéré. Pour fixer les idées, on était à 0,10 au plus bas sur le taux d'obligation de l'État français à 10 ans. On est passé à 0,70, 0,80. C'est une hausse importante, mais c'est tout à fait absorbable pour les compagnies d'assurance vie françaises. Même s'il remonte encore en 2017, ce taux-là, ça reste absorbable. Par contre, si les taux remontaient encore plus haut, jusqu'à 3%, 4%, là, ça commencerait à poser un vrai problème pour les compagnies d'assurance. Pourquoi? Parce que dans les fonds en euros, ils ont un portefeuille d'obligations. Si les taux remontent à ce niveau-là, ils vont être en forte moins-value. Or, les compagnies d'assurance garantissent le capital des fonds en euros. Et donc, les moins-values, ce sera pour elles. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un risque systémique, c'est-à-dire qu'elles pourraient être amenés à faire faillite. Si jamais les épargnants, du coup, retirent en plus leurs fonds pour aller les investir vers des investissements donc plus rémunérateurs. Exactement, et ça risque de se produire, effectivement, parce que si l'investisseur a la possibilité d'avoir un placement plus rémunérateur, il n'y a aucune raison qu'il reste sur ce contrat. Donc il va sortir, donc ça va se produire, et ça va générer des pertes, et peut-être des faillites des compagnies d'assurance. Et alors justement, pour ces investisseurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui sur ces fonds en euros? Les garder, en sortir? Oui, pour nous, il faut en sortir. Alors, je voudrais expliquer quelque chose. C'est que, en fait, souvent, les gens comprennent que c'est un risque de liquidité. C'est-à-dire qu'ils comprennent que la loi Sapin 2 va les bloquer pendant 3 mois, renouvelable, peut-être 6 mois. Donc, c'est ça le risque de liquidité. C'est pas aussi liquide, on ne peut pas retirer son argent par un clic de souris aussi simplement, aussi rapidement.
Mais ça peut être pire que ça. La liquidité, ça pourrait générer une perte pour les clients. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, 6 mois, si les taux restent à un niveau élevé, il y aura toujours des pertes pour les compagnies d'assurance. Même si on limite les retraits, n'empêche qu'à un moment donné, ça va être compliqué à gérer. Ce qui risque d'arriver, il faut quand même le dire clairement aux gens, clairement aux Français, c'est qu'on va leur dire, on ne peut plus vous garantir le capital, puisqu'il y a des pertes sur les compagnies d'assurance qui pourraient être ravageuses pour le système, on va vous appliquer une décote sur le fonds en euros que vous avez. Donc il n'y a pas, je pense, une réelle garantie en capital sur les fonds en euros. Il y en a une sur le papier, mais en réalité, elle ne vaut pas grand-chose parce que l'enjeu pour le système est trop élevé, les pertes potentielles sont trop fortes pour dire que l'État va garantir même jusqu'à 110 000 euros. Il faut que l'État ait les moyens de garantir tous les contrats d'assurance vie en France. Je vous rappelle qu'il y a plus de 1300 milliards d'euros investis sur les fonds en euros. Donc l'enjeu est phénoménal rapporté à la dette de la France. C'est un montant qui est trop important pour que la France puisse absorber ces pertes-là. Donc les gens supportent en réalité un risque de perte en capital sur les fonds en euros du fait de la loi Sapin 2. Du coup, si je comprends bien, il faut sortir de ces fonds en euros, peut-être pas le plus rapidement possible, mais il faut anticiper d'en sortir prochainement. Oui, ne pas attendre, parce qu'en fait, si on se dit je le ferai s'il y a une crise, ce sera trop tard. Je peux vous dire que je me suis occupé de la gestion de banques, d'institutionnels, et j'en ai traversé des crises depuis 1995. Et lorsque la crise arrive, c'est toujours trop vite, on n'a jamais le temps de réagir. Même quand on a un grand institutionnel, c'est pas possible. Donc il vaut mieux agir avant que la crise n'arrive, par anticipation. Et pour un particulier, c'est pareil. C'est aujourd'hui qu'il doit agir. La tête froide. Aujourd'hui, il n'a pas le couteau sous la gorge, mais il peut le faire tranquillement. S'il le fait, c'est pas pénalisant pour le système. S'il décide de sortir lorsqu'ils sont montés, en plus, lui-même, il rajoute du risque pour les compagnies d'assurance. S'il le fait aujourd'hui, il n'y a aucun impact pour les compagnies d'assurance. Aujourd'hui, elles ont même plutôt des plus-values. Donc c'est même plutôt favorable pour les compagnies d'assurance de sortir des fonds euros. Nous, ce qu'on explique, c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut sortir des fonds euros. Il ne faut pas attendre que le risque se matérialise. Et le message est passé. Merci beaucoup, Jonathan Lévy. Merci à vous. Et je vous propose de passer maintenant à la deuxième partie de cette émission, Bon Plan Placement. Bon plan de placement du coup, donc la deuxième partie de cette émission avec Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonsoir Nicolas. Alors on a parlé avec Jonathan de la loi Sapin 2. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales mesures de cette loi ? Oui, la principale mesure qu'on a évoquée juste à l'instant, c'est le fait qu'en cas de risque systémique ou en tout cas en cas de remontée des taux brutale, le régulateur, l'autorité de contrôle des compagnies d'assurance vie pourrait très bien décider pour un certain nombre de compagnies d'assurance vie de geler les possibilités de retrait ou d'arbitrage même des fonds en euros. C'est-à-dire qu'en fait, pendant une période de 3 mois renouvelable une fois pendant 6 mois au total, les épargnants pourraient se retrouver bloqués et ne pas pouvoir retirer leurs fonds de leur compagnie d'assurance vie. Donc si je comprends bien, les fonds en euros ne sont plus un bon plan placement. Alors c'est plus un bon plan placement, sauf à trouver quelques fonds en euros qui ont des moteurs qui permettent de sortir de la logique d'obligation d'État. Et cela, il y en a très peu, ça se compte sur le doigt d'une main. Il y a quelques fonds comme ça, notamment assis sur l'immobilier d'entreprise en France, qui permettent en fait d'avoir un moteur qui est lié à l'immobilier d'entreprise, qui fait que s'il y a une remontée des taux, ils ne seront pas menacés. Leur moteur de performance ne sera pas menacé par cette remontée des taux et donc ne devrait pas être concerné par les risques sur les compagnies d'assurance vie de se voir empêcher de retirer ces fonds. Mais le risque existe quand même, malgré tout. Alors, il y a une autre manière d'éviter, ou du moins de contourner ce risque, c'est les contrats d'assurance vie au Luxembourg. Tout à fait. En fait, depuis que la loi Sapin 2 a été présentée, en première lecture puis en deuxième lecture, il est vrai qu'il y a quelques centaines, on pense qu'aujourd'hui il y a quelques centaines de gros épargnants français qui ont décidé de transférer leurs fonds sur des contrats d'assurance vie au Luxembourg. Alors effectivement, on peut se demander aujourd'hui, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Quels sont les avantages en fait de ces contrats d'assurance vie ? Et finalement, est-ce que ça ne concerne pas uniquement les gros patrimoines ? Donc, et alors justement, je crois que vous êtes venu avec une infographie pour nous présenter les différents avantages. Est-ce que déjà ça protège réellement par rapport à l'assurance vie française ? Alors tout à fait. Déjà, la loi Sapin 2 n'existe pas au Luxembourg. Même si demain il y avait un risque équivalent à celui qui pourrait exister en France, les dispositions sont complètement différentes. Quoi qu'il en soit, une première question que se sont posées les Français qui ont transféré leurs fonds sur des contrats d'assurance au Luxembourg, c'est de savoir est-ce que la loi Sapin 2 peut s'étendre
à des fonds logés dans une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise. Là, il y a 2 cas qui se présentent. Le premier cas, s'il s'agit d'une filiale française d'une compagnie d'assurance vie. Alors, si la maison mère est en difficulté en France, il est probable que la filiale au Luxembourg soit également en difficulté. Donc, ce n'est pas une garantie. Voilà. Deuxième solution, c'est d'investir, de positionner ces fonds dans une compagnie d'assurance vie de droit luxembourgeois. Et là, c'est peut-être la sécurité supplémentaire, puisqu'on pourrait considérer que la loi Sapin 2 ne pourrait pas s'étendre. Maintenant, il y a quand même eu, dans les derniers jours, au moment où la loi a été présentée aux sénateurs, il y a eu un amendement des sénateurs qui a permis d'exclure complètement, formellement le cas, mais on attend en fait d'en savoir un peu plus, de lire un peu mieux ce qui a été décidé. Aujourd'hui, les juristes sont en train de travailler dessus pour comprendre ce qui a été décidé, mais a priori, les sénateurs ont voté un amendement qui exclurait les compagnies françaises, les filiales françaises, les filiales luxembourgeoises de compagnies françaises, d'exclure l'extension d'une certaine manière de la loi Sapin 2. Donc la loi Sapin 2 ne va pas concerner, pour conclure sur ce point, ces filiales-là, les filiales et l'assurance vie au Luxembourg. Alors, on parle aussi souvent d'un super privilège luxembourgeois. Alors, en quoi ça consiste ? Là aussi, c'est un des avantages que cherchent aujourd'hui les épargnants, surtout ceux qui ont une foi peut-être friable dans la résistance des compagnies françaises d'assurance vie, même si aujourd'hui il n'y a pas vraiment de questions, mais si tant est qu'il y en ait qui se posent des questions. Au Luxembourg, contrairement à la France, lorsque vous détenez des fonds en assurance vie, les fonds ne sont pas logés dans la compagnie d'assurance vie, mais ils sont logés sur une forme de compte séquestre dans une banque, et finalement ça permet de désolidariser l'épargne de la compagnie d'assurance vie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de risque que si même la compagnie d'assurance vie luxembourgeoise connaissait des difficultés, l'argent serait toujours disponible et serait garanti finalement par ce super privilège de l'État luxembourgeois. Il y a un autre élément aussi majeur au Luxembourg qui n'existe pas en France, c'est que lorsque vous êtes détenteur d'un contrat d'assurance vie, vous êtes créancier de premier rang, c'est-à-dire qu'en fait, vous passez avant les organismes sociaux si la compagnie d'assurance vie faisait faillite et que les créanciers devoir faire face aux dettes de la compagnie. Donc là, en fait, ce schéma n'existe pas en France. C'est un autre avantage d'avoir ces fonds placés dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Donc c'est une garantie supplémentaire qui pour autant n'est pas une garantie à 100%, même si elle est plus forte qu'en France, mais on reste ensuite créancier de premier rang au cas où il y aurait un... Faut avoir en tête qu'il n'y a aucune situation parfaitement sans risque. Si demain l'Europe traversait une crise majeure de nouveau, comme elle a pu la traverser au moment de la crise sur la dette souveraine, et qu'on allait peut-être plus loin dans cette crise-là, même si sur le papier on a des super privilèges, des garanties d'État, etc., il faut avoir en tête que si à un moment les États sont obligés de prendre des mesures pour protéger leur économie, leur système bancaire et d'assurance, ils seront peut-être obligés temporairement de mettre fin à une possibilité de retrait. Ça ne veut pas dire qu'on perdra tout, mais il faut avoir en tête que le risque zéro n'existe pas. Et alors, un autre avantage de l'investissement au Luxembourg, sans faire la promotion du Luxembourg, c'est que je peux investir en euros, mais je peux investir en dollars également. Voilà, alors là, on touche à un autre élément qui peut aujourd'hui rassurer certains épargnants qui ont des patrimoines importants. Imaginons que, par exemple, le scénario politique de mai 2017 est inconnu à ce stade, qu'un candidat qui remporte les élections soit un candidat qui souhaite sortir de l'euro. De cette manière-là, l'euro serait attaqué. Peut-être que, ou alors on voit aussi que dans le contexte actuel que le dollar est plutôt en position de force face à l'euro. Certains épargnants souhaitent diversifier en tout cas la devise dans laquelle est exposée, dans laquelle est libellée leur épargne. Et donc là, contrairement à un contrat d'assurance vie en France, où nécessairement votre contrat d'assurance vie est libellé en euros, au Luxembourg, vous pouvez choisir librement de convertir d'une certaine manière votre épargne tout en restant dans le cadre de l'assurance vie, avec le cadre fiscal avantageux que ça représente, de libeller dans la devise à laquelle on croit ou dans laquelle on souhaite s'exposer ou dans les devises auxquelles on peut s'exposer. Évidemment, les principales devises qui sont proposées généralement, ce sont la livre sterling, le dollar, éventuellement le yen. Mais c'est vraiment un avantage qui permet là aussi de diversifier. Ce qu'il faut noter, c'est que si vous décidez de libeller votre épargne dans une autre devise que l'euro, c'est vous qui supportez un risque supplémentaire, donc un risque de change par rapport à l'euro. Que je comprenne bien, quand vous dites les devises, ça veut dire qu'on peut avoir un contrat d'assurance vie dans plusieurs devises ou c'est plusieurs contrats ? On peut avoir un contrat complètement dans une seule devise, multiplier a priori les contrats dans plusieurs devises, c'est tout à fait possible. Ouais, tout à fait. On peut multiplier le nombre de contrats, rien ne n'empêche d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie.
Et qui peut alors bénéficier de ces assurances-vie au Luxembourg? Alors jusqu'à présent, les contrats d'assurance-vie au Luxembourg étaient vraiment destinés au très gros patrimoine. On parlait de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions, ou en tout cas 1 million d'euros. Aujourd'hui, ça se démocratise. Et par exemple, la possibilité aujourd'hui d'accéder aux contrats d'assurance vie au Luxembourg baisse de plus en plus vers des niveaux minimums de 50 000 euros. On parle de 50 000 euros, alors qu'il y a quelques années, on était sur des montants bien plus importants. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant dans le cas des contrats d'assurance vie au Luxembourg, notamment quand on a un patrimoine financier conséquent, on peut obtenir des produits financiers sur mesure, ce qui n'est pas le cas ou difficilement atteignable en France, où il faut minimum 1 million d'euros pour pouvoir demander à sa compagnie d'assurance vie de construire un produit exclusivement pour soi. Là, au Luxembourg, on peut le faire. Là, c'est plus facile, avec un minimum, comme on peut voir sur l'infographie, de 150 000 euros. C'est faisable. En tout cas, en nous consultant, on est capable de monter des projets spécifiques, de faire des sortes d'appels d'offres pour avoir en réponse des produits en actions, en obligations, en mixant les deux, d'avoir finalement des produits sur mesure et qui correspondent vraiment à sa propre préoccupation, à ses envies, que ce soit, par exemple, si on est sur de l'obligataire, de choisir ses propres signatures, la durée, etc., en allant chercher sur le marché les offres qui correspondent. Donc ça, c'est possible. À partir de 150 000 euros, on peut faire des produits sur mesure. Donc finalement, oui, le contrat d'assurance vie s'adresse plutôt à des patrimoines importants. Maintenant, les précautions qu'on souhaite prendre en allant au Luxembourg, et avoir accès aux différentes solutions pour protéger son épargne concerne finalement un grand nombre de gens aujourd'hui, puisqu'on peut y accéder à partir de 50 000 euros. Maintenant, pour profiter à plein des effets, il vaut mieux avoir plusieurs centaines de milliers d'euros à placer. Donc si je comprends bien, Jonathan nous disait qu'il fallait sortir des fonds euros, vous nous dites qu'il faut aller au Luxembourg, des fonds qui sont parfois peut-être un petit peu moins généreux que les fonds français. Oui, alors les fonds en euros sont généralement moins généreux, c'est-à-dire qu'on ne va pas au Luxembourg pour bénéficier d'un bon fonds en euros. Généralement, les rendements des fonds en euros sont moins attractifs qu'en France. Donc logiquement, on va plutôt aller chercher des placements de type obligataire, des fonds. On a aussi la possibilité aujourd'hui au Luxembourg de faire de l'épargne à crédit en allant investir sur des véhicules immobiliers de type SCPI. Là aussi, il y a des solutions très attractives, mais c'est en général pas pour les fonds euros qu'on va au Luxembourg, même si on peut en bénéficier pour une partie de son épargne. Merci beaucoup Vincent Petkovic. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Parlons Placement. Merci.